Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, je reçois l'auteur Guillaume Morissette. Bonjour Guillaume, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va super bien. Très contente de t'avoir à l'émission et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Alors, tu es chargé de cours à l'UQTR en mathématiques financières. Ouais, c'est exactement ça. Ça fait quoi ça dans la vie? Écoute, ça se lève de bonne heure le matin, ça se couche tard le soir et puis ça attend ses étudiants un peu comme un dentiste, c'est-à-dire qu'ils rentrent depuis long dans les classes. C'est un cours d'administration, en fait. J'apprends aux gens à pas trop avoir peur des chiffres. C'est ça, de fil en aiguille, mais ces gens-là vont utiliser plusieurs outils en administration. Puis moi, je leur montre à pas trop avoir peur de mettre des chiffres là-dedans. C'est ça que je fais. Et tu as aussi reçu un prix, le prix d'excellence en enseignement, qui est la plus haute distinction honorifique remise à un chargé de cours. Oui, ça, c'est les évaluations des étudiants, dans le fond, qui sont remis à chaque session, qui sont lus par des gens au décanat. Il y a un petit comité à chaque année qui est formé de sélectionner un professeur, un chargé de cours, un étudiant. Je crois, si je ne me trompe pas, je ne voudrais pas t'enduire d'erreur, mais je pense qu'il y a 4 nominations, là, dont une, c'est pour le meilleur chargé de cours. Je l'ai gagné en 2013. C'est la preuve que tu fais bien ton travail. Selon les étudiants, oui. Et tu es aussi chansonnier. Écoute, là, on en parle, c'est très drôle parce que je fais un spectacle par été. Hein? J'ai fait récemment le spectacle de la Saint-Jean-Baptiste à Trois-Rivières. Alors oui, j'ai fait un show par été dans mon quartier. J'ai été chansonnier pendant un bon bout de temps. Dans une autre époque, je joue pour les enfants maintenant. Là. Ah oui? Ouais, bah oui, les jumeaux aiment bien la musique. C'est ça parce que tu as 2 jumeaux, un garçon et une fille qui sont âgés de 8 ans. Oui. Une tornade puis un ouragan. Ah oui? Qui aime beaucoup la musique. Fait que je gratte encore, je joue du piano encore avec eux autres. Je sens que mon gars va être un musicien. Il est déjà dans l'âme, c'est sûr. Fait que oui, chansonnier à une autre époque, là, dans le temps où je pensais que les cheveux longs puis savoir chanter 2 tunes, ça pourrait me propulser au sommet de la gloire. Alors, attirer les filles. Attirer les filles en quantité industrielle, voilà. Alors, ça a été, je te dirais, dans son ensemble, un échec. Et puis, j'ai eu bien du plaisir. Non, je me suis amusé beaucoup dans les bars. J'étais chansonnier longtemps. Mais pas pour une carrière. Là. Et là, tu es auteur. Oui. Tu as déjà publié 3 romans. Oui. Tu as publié en 2013 La Maison des Vérités. Mm-hmm. Et ça raconte quoi, ça, La Maison des Vérités? C'est un thriller psychologique. J'ai créé un huis clos, dans le fond. J'ai essayé d'imager. C'est un thriller allégorique. Je sais pas si j'ai inventé le terme, mais c'est un roman dans lequel j'ai essayé d'imager la prison dans laquelle moi-même je me suis ramassé à plusieurs reprises dans ma vie. Prison dans la conscience, si tu veux, une place où j'ai pas de porte, pas de fenêtre, pas de sortie, pas d'issue, pas d'idée non plus. Ou si j'ai une idée, ça m'apparaît complètement impossible à faire. Je me suis rendu compte que ça s'appliquait à tout. Ça peut s'appliquer à un couple qui se termine, une job qui est pas la bonne, une ville dans laquelle tu demeures, t'es pas heureux, un cercle d'amis qui te correspond pas, ta famille que t'es obligé de côtoyer mais qu'en fait tu détestes, n'importe quel enracinement qui n'est pas le tien, mais t'es pogné là. Fait qu'il y a une pièce d'échec sur la mauvaise case, si tu veux. J'ai essayé d'imager des gens qui étaient tous sur la mauvaise case puis qui se ramassaient ensemble dans une maison. Isolée, une maison, pas de porte, pas de fenêtre, où il y a des gens qui rentrent et qui sortent, mais personne ne sait comment ils font. J'ai imaginé ça dans ma tête et je me suis dit, si ces gens-là en apprenaient sur les autres d'une manière non voulue, ben, peut-être que ça brasserait un peu. Fait que je fais rentrer un journal à potin dans la place où ce que tout le monde apprend sur les autres et sur ce qui se passe dans leur tête. Alors, une femme divorcée, mon personnage principal, l'amiral, qui se rend là, il apprend que sa famille a été décimée dans un accident de char. Puis il l'apprend par le journal à potin, dans le fond. Dans un endroit où il ne peut pas sortir ni pour aller aux funérailles, ni pour aller rejoindre sa famille. Il est pogné là. Et là, de fil en aiguille, il y a des personnages qui quittent, il y en a qui arrivent. Et tranquillement, pas vite, on se rend compte qu'il y a peut-être une façon de rentrer et sortir de cet endroit-là. Fait que c'est pas moraliste, c'est vraiment psychologique. Là. C'est Guillaume dans sa tête qui s'est perdu à un moment donné puis qui s'est dit « Wow, pas de porte, pas de fenêtre ». J'ai créé le bouquin à partir de ça. Ça a créé une histoire, puis... Voilà, la Maison des Vérités est venue au monde. Mais comment on passe de chargé de cours en mathématiques financières à romancier? Il doit y avoir quelque chose dans ta tête ou tu as eu cette idée de roman-là et tu as dit « OK, je me lance dans l'écriture d'un roman ». Comment ça Moi, je suis bien curieux. Moi, je suis de la caste des gens qui pensent que pour être coiffeur, t'as besoin d'une paire de ciseaux puis d'une tête. Et puis, bon, là, j'ai pas dit que c'était un bon coiffeur à ce moment-là. D'ailleurs, si moi, j'étais coiffeur, je ne le serais qu'une fois, sans aucun doute. Mais je pense que j'ai pas cette fibre-là qui m'empêche de faire de quoi dans la vie. Je l'ai pas du tout. J'ai pas le regard des gens qui me disent « Ah, tu devrais pas faire ça. Ah, regarde, il se prend pour un autre. » Tu te sens jamais imposteur? Jamais. Jamais du tout. Les gens vont me le dire si je suis imposteur de par
je suis pas un gars qui s'acharne. Si ce que j'écrivais comme bouquin, mettons j'écris un livre et on me dit, Guillaume, écoute, t'es bien gentil, là, on te l'acheter parce que t'es fin, mais sacré boire, Guillaume, c'est vraiment pas bon. Là. Fait que, on t'en a acheté un, là, mais s'il te plaît, reproduis-toi plus, puis fais-en pas un deuxième, OK? Je suis pas con non plus, je suis pas quelqu'un qui s'acharne. Si les gens ont une bonne réponse et moi, j'aime ça, ben là, c'est gagnant-gagnant. Fait qu'on continue. Enseigner, j'adore ça. Mes étudiants aiment ça quand je leur enseigne. J'enseigne. Bon, ben, si j'ai quelque chose d'autre qui m'attire demain matin, ben, je vais probablement poursuivre ce but-là. Il faut pas s'acharner non plus. Si t'es trop à quelque part... c'est comme la guitare, je te dirais. Une guitare, c'est un bon exemple. Dans un party, une guitare, il y a un temps pour la sortir, puis il y a un temps pour ne pas la sortir, indépendamment du fait que Guillaume, il aime jouer de la musique. Des fois, c'est pas le temps de sortir la guitare. Puis des fois, c'est le temps. Mais est-ce que tu as toujours rêvé d'être romancier? J'ai toujours écrit. Je peux pas dire que j'ai toujours rêvé d'être romancier, mais j'ai toujours écrit des chansons, j'ai déjà écrit des pièces de théâtre. J'ai déjà écrit beaucoup de chansons, des espèces de poèmes. Je me considère pas poète, pas du tout, mais des chansons, des fois, ça peut se ramasser un petit peu plus au niveau poésie. J'ai toujours écrit, j'ai toujours créé des choses, tout le temps. Fait que le roman est une continuité un peu de cette création-là. C'est un autre vecteur. J'essaierais pas la sculpture parce que ça serait horrible. Le crayon était plus adapté, ou le clavier aujourd'hui. Mais est-ce que tu es fan de polar, de trailer pour avoir écrit ça? Oui, je suis fan de bien des types de littérature. En fait, je me laisse allumer par pas mal n'importe quoi, comme en musique. Il y a des choses que j'ai bien la difficulté à être allumé par, puis je peux pas te dire pourquoi. C'est comme le linge, c'est comme la beauté humaine. J'ai pas de critères de sélection, j'aime ou j'aime pas. Parce que des fois, je connais pas assez ça. Je connais pas la mode, mais je peux te dire, j'aime comment une femme est habillée ou pas habillée. Mais la lecture, c'est pareil. Je vais lire un livre, je vais dire, hey, j'adore ça. Puis quelqu'un va me dire, ouais, mais c'est bizarre. Mettons, ça a été écrit en 1800. Ah, tu vois, je savais pas, puis j'ai aimé ça quand même. J'ai pas de limitation à ce que j'aime ou pas. Puis des fois, tout le monde aime quelque chose, puis je suis surpris de pas aimer ça. Je suis surpris, je lis ça, puis je me dis, je suis pas allumé par ça. Fait que oui, j'aime les polars. C'est un des types de lecture que j'aime beaucoup. Je décroche facilement dans un polar, ce qui m'a donné une façon d'écrire qui est très proche de la réalité. Qu'est-ce qui te fait décrocher dans un polar? Quand ça devient irréel tout d'un coup, je vais essayer de trouver des exemples. Il ne faut jamais nommer de nom puis de polar, fait que je vais en nommer un. Je vais nommer Storyteller, mettons, que j'ai lu récemment. C'est-tu pas de James Siegel? Je me souviens pas. En tout cas, c'est un polar américain que j'ai adoré. Je lisais, j'aimais beaucoup ça. Et à un moment donné, dans le livre, il y a une poursuite en voiture entre plusieurs États. C'est interstate complètement. Ça dure des jours de temps et le pick-up est toujours dans le cul de l'autre voiture. Et là, tu te rends compte qu'il le suit à la trace, sans explication. Fait qu'à un moment donné, tu te dis il doit avoir une manière de le retracer parce qu'il fait tout pour lui échapper, puis le pick-up revient tout le temps dans ses fesses. T'sais. Là, je me dis, l'auteur va finir par me dire qu'est-ce qui s'est passé. Il doit avoir une corde d'attacher ensemble parce qu'il est tout le temps à 10 mètres en arrière. Là. Puis ça fait 3000 km de char qu'ils font. Là. Pour apprendre qu'après ça, lui, il a un téléphone cellulaire, puis l'autre, il a un téléphone cellulaire, puis le premier des deux, mais il fait une triangulation satellite pour repérer le véhicule en temps réel pour être capable de savoir il est où. T'sais. Je trouvais que ça sortait un petit peu, c'était tiré par les cheveux. Je trouvais qu'un simple citoyen puisse faire ça, puis sur, je sais pas, 2 coins de rue dans un rayon de plus ou moins 5 km, j'aurais comme compris qu'il l'avait circonscrit, puis il l'avait cherché dans un pâté de maison. Là. Mais pour le suivre à travers les États-Unis pendant plusieurs jours, je me disais... C'est tellement impossible et invraisemblable que ça m'a comme fait décrocher sur l'histoire. J'ai compris où l'auteur voulait en venir. Il voulait que son protagoniste soit capable de se sauver loin. Puis j'ai compris qui voulait qu'on le retrouve, mais qu'on le suive à la trace comme ça, tout le temps. Je sais pas. Ça me fait décrocher. Je trouvais ça irréel. J'aurais d'autres exemples là, de livres qui m'ont fait décrocher un peu. Là. Ça me dérange un petit peu dans ce temps-là. OK. C'est comme si on coupe les coins ronds dans ce temps-là. Il y a peut-être un manque de travail d'éditeur là-dedans. Ou... Je sais pas, ou des fois, si tu veux terminer ton livre ou quoi que ce soit, tu veux arriver à la fin, quelqu'un le relit puis te dit « Ah, ça ici, il faudrait que tu expliques ça. » C'est un peu ça le rôle de l'éditeur. Hein? À un moment donné, il va te dire dans la cohérence, il va te dire « Écoute, tu me dis que lui était là, mais là, il rentre dans la salle ici, puis il est déjà au courant. » Sauf que l'autre, il repose la question, mais il est déjà au courant. Il y a déjà quelqu'un qui a dit « Pourquoi il s'en souvient pas? » Fait que là, tu as le choix. Est-ce que tu gardes ta scène comme elle est ou bien tu fais juste passer une narration comme quoi il s'en souvenait pas? T'sais, c'est de couper les coins ronds, dans le fond. T'sais, c'est de dire, OK, j'ai une incohérence dans mon histoire, mais c'est pas grave. T'sais. C'est une forme de... Pas de botchage, c'est pas vrai. C'est pas du botchage rendu là, mais moi, ça me fait décrocher un peu. Okay. Un film récemment que j'ai vu où la glace coulait dans l'eau. Je dis, la glace coulait. Je sais pas dans quelles circonstances la glace va couler, mais la glace, ça flotte. Ça a une densité plus légère que l'eau. Pourquoi qu'elle coule?
Ça prend quelqu'un qui dit excuse, la glace, ça flotte. Ça me gosse un peu. Je comprends. Je décroche dans ce temps-là, mettons, un petit peu. J'essaie de garder ça terre à terre. Et je veux qu'on parle de ton deuxième roman, La ferme Élodie Cormier, qui a été publié en 2015. Tu as remporté le prix Saint-Pacôme du premier polar et le prix du coup de cœur 2015. 2 prix, quand même. C'est assez prestigieux. C'est vraiment, vraiment le fun. Ça a été une très, très belle surprise pour moi, ça. C'est mon baptême, si tu veux, dans le monde du polar. Rencontrer des gens que moi, j'avais lus déjà, qui étaient un peu, pas des idoles, c'est pas le bon terme, mais des références, plutôt. Des références pour moi. Et d'être invité simplement à Saint-Pacôme, ça a été toute une expérience pour moi, de me ramasser là. Qui est quand même un prix prestigieux. Je veux dire, je ne connaissais même pas ça. Alors, honte à moi, je ne connaissais ni Saint-Pacôme, ni le prix Saint-Pacôme. Et là, d'arriver là, puis j'ai fait une recherche là-dessus, je regarde. Est-ce que tu veux l'expliquer aux auditeurs? Parce qu'il y a sûrement des auditeurs qui ne connaissent pas ce prix-là. Saint-Pacôme a créé, il y a, et sans vouloir, encore une fois, vous enduire d'erreurs, que j'aime beaucoup comme expression, là, une dizaine d'années, ou un peu plus, ils ont créé la Société du roman policier de Saint-Pacôme, qui est aujourd'hui un des 2 grands festivals de romans policiers au Québec, avec les Printemps meurtriers de Knowlton. Printemps meurtrier qui s'annonce plus comme étant une série d'activités sur quelques jours, des gens qui vont venir faire des conférences, des gens qui vont venir faire des ateliers. La Société du roman policier de Saint-Pacôme, eux autres, ils vont faire une lecture de tous les romans policiers ou de plusieurs romans policiers pendant l'année. Ils vont remettre un prix. 2 prix et 3 prix. Ils vont faire lire à la bibliothèque municipale les romans et ils vont donner le prix du coup de cœur. Ils vont faire lire à un jury pour déterminer le premier polar et le prix du roman policier, qui a été gagné cette année par Luc Chartrand, l'affaire Myosotis, qui a d'ailleurs fait un triplé. Qui a gagné, oui, parce qu'il a remporté le Tri Ténébris, qui est remis au oui. Printemps meurtrier à Knowlton et également. Arthur Ellis à Toronto, quelques jours plus tard. Un tour du chapeau pour Luc Chartrand, un excellent roman d'ailleurs, et un chic type, très gentil. Écoute, je suis venu au monde, là, j'ai eu une soirée extraordinaire de gagner 2 prix. Je savais que je gagnais un prix en arrivant. Ah oui? Je me doutais fortement qu'on m'avait pas fait faire 400 km de char pour aller à Saint-Pacôme, simplement pour me dire « Salut Guillaume, on voulait te rencontrer ». Le prix du premier polar, il y avait personne d'autre en nomination, puis j'étais pas en nomination pour le prix du polar. Fait que je me disais, moi, je gagne le prix du premier polar, je m'en vais là pour ça. C'était mon premier polar, ça fitait, alors je m'étais dit dans ma tête, je gagne ça. Fait que, bon, c'est sûr que tu veux pas te faire trop d'attente, là, mais j'étais dans le souper et j'ai gagné ce prix-là. Et pendant que je jubilais encore de mon prix, j'ai reçu le coup de cœur, qui était d'un autre jury. Alors là, ça a été la cerise sur le sundae. Vraiment, là, j'ai eu toute une fin de semaine. C'était mon anniversaire en plus. Henning Mankell est décédé cette nuit-là. L'auteur suédois, oui, qui était un de mes auteurs favoris de polar. Il s'est passé plein d'affaires bizarres comme cette nuit-là. Ça a été vraiment très deep comme nuit. J'ai jasé beaucoup avec les gens, j'ai connecté avec du monde, j'ai rencontré des gens qui, encore aujourd'hui, je les vois sur Facebook, on se placote un peu, on se recroise dans les salons du livre. Ça m'a comme un peu immergé dans ce monde-là. C'était mon baptême. Si tu me permets, Guillaume, on s'arrête et au retour, je veux que tu racontes aux auditeurs c'est quoi l'histoire de la famille Élodie Cormier. Ça va me faire plaisir.